Dans les années 80, personne n'avait Internet, le téléphone portable n'existait pas et le jeu vidéo était encore considéré comme un jouet pour ados immatures. C'était aussi l'époque où les magazines de jeux vidéo se faisaient la guerre en kiosque. Parmi eux, Player One a durablement marqué son époque. Olivier Richard, alias Inoshiro, journaliste à Player One et ex-directeur des programmes de MCM, a coécrit un livre avec Alain Kahn, le président de MSE, la société qui a édité non seulement Player One, mais également Amstrad 100% et Manga Player. Ce bouquin de 300 pages s'appelle Les Chroniques de Player One. On a décidé de traiter aussi les 20 ans de manga et d'animation et de jeux vidéo parce que si on avait fait un livre seulement sur l'histoire de Player One, il serait par définition adressé qu'à 1000 gamers, donc c'était un peu contradictoire avec le principe d'un livre. Et aussi parce que, c'est triste à dire mais c'est la réalité, la plupart des participants ont tout oublié. Donc je ne sais pas si c'est à cause d'abus divers et variés, et donc c'était un peu difficile. Donc on s'est rendu compte, comme Player a donné naissance à Pika, que le moyen le plus logique c'était de traiter un tiers l'histoire du canard, un tiers l'histoire du jeu vidéo à travers les yeux des journalistes, et un tiers l'histoire du manga et de la Japanimation, qui n'a jamais été racontée, en tout cas de cette façon-là, en France. Donc l'idée c'était de faire, ça aurait pu faire un bouquin qui nous paraissait sympa, donc voilà. On a réuni un petit peu tous les exemplaires des magazines qu'on avait, donc il y a un peu de tout, hein. Il y a du Player One, du Dreamcast Player, Nintendo Player, etc. Il y a même du Amstrad 100%, et je vois un vieux Amstrad 100%. Tout le monde a amené ses archives, on a commencé à compulser tout ça pour un peu voir comment on allait organiser le travail sur le bouquin. C'est le numéro 6, celui-là, ouais. Bah oui, c'était tout début de Player One. Donc alors là, vraiment, c'est la préhistoire, quoi, avec la qualité des photos. On voit bien les pixels. C'était le tout début, quoi. Donc c'était amusant un peu de se replonger là-dedans, de voir les rubriques comme ça avec une maquette, comme on peut le voir, super moderne et super classe. Voilà, on avait confié à Olivier Mégaton, donc maintenant est un peu connu, qui à l'époque il faisait des graphes. Il était connu parce qu'il faisait des graphes dans la rue, quoi. Et donc on l'avait repéré. On lui avait demandé de dessiner. Moi, ce que je voulais, c'était avoir un logo Player en style graphe à la bombe, et puis un côté un peu plus sérieux avec le One ici qui était posé. L'équipe derrière Player One a souvent pris part à la révolution de l'animation japonaise et du manga, et a été le premier témoin de l'arrivée de toutes ces nouvelles sous-cultures. Au cours des années 90, l'équipe de Player One a aussi travaillé sur de nombreux projets TV. Télévisateur 2, c'était eux. Mais ils sont aussi derrière Player One sur MCM ou encore Game One, dont Matt, ancien membre de l'équipe, était le tout premier directeur des programmes. On va voir un petit peu qui s'occupe de la musique des jeux vidéo. Je suis allé voir tous les gens qu'on avait croisés à cette époque, héroïque, et l'idée c'était de les faire parler avec le recul du temps. Et donc on a interviewé le maximum d'acteurs. Évidemment c'est pas exhaustif, donc il y a forcément des gens qu'on a oubliés, on s'en excuse, mais c'est les gens qu'on a croisés avec qui on a le plus travaillé. On commence en 66 jusqu'à 2000, puisqu'en 66, en fait, c'était en 66 que pour la première fois un dessin animé japonais a été diffusé à notre connaissance dans les salles françaises, qui était Cyborg de 009. Mais ça, c'est le côté historien d'Olivier qui a une formation d'historien. Donc au fur et à mesure qu'il récoltait des interviews et des témoignages, il disait « Ah oui, mais il y a eu ça avant et on est obligé d'en parler, etc. » Et donc en fait, le bouquin, il s'est construit comme ça, petit à petit. Et alors ça, c'est une des couves les plus moches, très certainement, de Player One. Ouais, l'idée, c'est exactement ça. C'était d'avoir un Sam Player sur la moto de Kaneda, tiré de Akira. Et j'avais eu un crayonné qui était super beau, quoi. Et je lui ai dit, ouais, bingo, j'y vais. C'était un jeune dessinateur. Et j'ai appris des années après que c'était pas lui qui avait fait le crayonné, c'était un autre gars et que lui après avait fait le... Et quand j'ai reçu la couverture, je me suis dit mince, elle est vraiment pas super jolie, quoi. L'idée était bien, mais la réalisation finale était pas top. Player One numéro 12. Ouais. Pierre Valls, alias Pedro, dirige aujourd'hui la collection de manga Pika. À l'époque, il était le rédac-chef de Player One. Donc ça, de mémoire, c'est le numéro de Player One qui a vendu le plus. Oui, 125 000 exemplaires. 125 000 exemplaires, numéro de juillet-août 95, avec très certainement une des couvertures les plus moches qu'on ait jamais faites. Le truc le plus marquant, c'est qu'il n'y avait pas Internet avant. C'est-à-dire que nous, quand on sortait les magazines de jeux vidéo, Internet n'existait pas, quoi. Et ça, quand on en parle à des gens plus jeunes qui ont même lu Player One, quand on leur dit « Mais est-ce que vous vous rendez compte que quand nous, on faisait ce magazine-là, Internet n'existait pas ?» Les mecs, ils disent « Non,
C'est pas possible, quoi. Après, tout ça, ça paraît extrêmement préhistorique, mais bon, pour nous, c'était normal, puisqu'on vivait dans ce contexte-là. Il y avait l'Union soviétique quand on a commencé Player One. Donc il n'y avait pas Jurassic Park qui n'était pas sorti. Donc c'était un autre temps. Moi, je me souviens d'une anecdote qui n'est pas dans le bouquin. On était parti sur un salon à Las Vegas. Et c'était à l'époque des premiers modems, mais téléphoniques. C'est-à-dire on se branchait sur la prise de téléphone et puis on envoyait par modem, quoi. Et donc on avait des problèmes d'argent parce qu'on n'avait pas des budgets illimités. Et il y a un des pigistes de l'équipe, donc parce qu'on devait tous les soirs, on envoyait nos papiers à Paris. Nous on était c'était Los Angeles, ouais, on était à Los Angeles. Et il y a un des gars de l'équipe qui s'est aperçu que dans l'ascenseur il y avait une ligne téléphonique. C'est-à-dire on pouvait appeler les secours si l'ascenseur était bloqué. Le gars, il a débranché donc, la prise pour l'appareil, il a branché son ordi dessus. Et donc, tous les soirs, on bloquait l'ascenseur de l'hôtel à Los Angeles où on était pour pirater, en fait, la ligne téléphonique d'urgence du téléphone. Il a réussi à avoir le numéro de la rédaction et donc, tous les soirs, on bloquait l'ascenseur pour envoyer des papiers. Je pense que c'est intéressant de raconter les galères, d'essayer de raconter ce qu'ont vécu les Dominique Verret de Tonkam, même les prises de risque de Glénat de l'époque, l'attente quasi religieuse d'un nouveau dessin animé sur le Club Dorothée, ce qui paraît préhistorique de tous ces gens-là. Enfin, il y avait des gens qui disaient que c'était complètement stupide, le manga, l'animation japonaise, le jeu vidéo. Nous, on trouvait que c'était une subculture intéressante. Et puis on baignait aussi par ailleurs dans la bande dessinée, dans le rock'n'roll, dans ce genre de trucs. Donc on était, pour nous, cette culture qui venait du Japon, elle avait autant de valeur que la culture américaine, etc. Et ce qu'on trouvait bien, on le mettait en avant. On disait mais ça c'est bien, regardez-le vraiment pour ce que c'est, non pas pour ce qu'on en dit, mais pour ce que c'est. Et vous verrez qu'il y a des trucs bien là-dedans, quoi. Et moi je me rappelle quand j'avais 13 ans, on lisait des fanzines, Mad Movies qui était un fanzine à l'époque. Donc, quand on parlait de Godzilla, c'était normal pour nous. Il y a dans le bouquin Christophe Gans qui en 1979 parlait de son fanzine Resus Zero. Donc lui il parlait des premiers dessins animés japonais et il parlait de cinéma de Hong Kong, enfin tout était... mais c'était nouveau. Et en fait ce qui m'a intéressé, enfin un des aspects les plus intéressants de faire le bouquin, au-delà de raconter l'histoire du journal qui était sympathique, c'était de raconter l'histoire de ces pionniers, parce que bon c'est les gens que j'ai côtoyés et je trouve que s'ils n'avaient pas fait le boulot, ça se serait passé. Mais bon, il se trouve que c'est eux qui l'ont fait, donc autant leur donner la parole une fois, quoi.